Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le propre de la vérité, c'est de manquer de complaisance. Cette citation de Victor Hugo, notre invité, l'a fait sienne. Il dit les choses sans complaisance, sans phare, avec clairvoyance, au risque de déplaire. Car oui, son dernier ouvrage nous plonge dans notre propre contradiction et notre inaction face au bouleversement écologique sans précédent que nous connaissons aujourd'hui. Et lui, il nous invite à faire. Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï, c'est le titre du dernier ouvrage du philosophe et essayiste québécois Alain Deneau, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alain Deneau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous décrivez effectivement dans votre dernier ouvrage un monde qui n'est pas rose. Fonte des glaciers, multiplication des ouragans et des crues, perte de la biodiversité, canicules et incendies de forêts à répétition, multiplication des épidémies, guerre civile, montée des extrêmes. Vous ne cherchez pas à jouer les prophètes de malheur, mais il est peu probable que l'avenir s'éclaircisse. Et pourtant, vous nous invitez à faire, à agir, en explorant un nouveau mode d'engagement politique, la biorégion. Alors, avant d'explorer ces différentes pistes, j'ai quand même envie de vous faire réagir, Alain Deneau, sur un élément d'actualité, puisque je le disais, vous nous dressez un panorama assez noir de ce qui nous attend. Est-ce que la victoire toute récente de Donald Trump aux États-Unis vient encore assombrir ce tableau ? Elle vient confirmer un diagnostic qui porte sur un désarroi, pour ne pas dire une sorte d'angoisse généralisée qui est en mal d'objet. Bon, et on sait que l'angoisse, la panique, le désarroi sont des terreaux fertiles pour l'extrême droite. Il est difficile comme ça, à chaud, de dire quelque chose de très constructif, mais admettons d'abord que ce qui s'est produit aux États-Unis est le symptôme, c'est d'abord l'échec d'un establishment, avant d'être la victoire d'un clown que plusieurs, même de ses électeurs, considèrent comme tel, une sorte de guéluron macabre qu'on envoie comme ça dans les pattes des puissants pour les perturber, les agacer, et leur envoyer une sorte de miroir aussi. On vous envoie un authentique, voilà ce que vous êtes. Mais nous, on ne passe pas par 4 chemins. On ne croit plus aux parades, au maquillage. On vous envoie un clown qui vous ressemble et on vous dit votre fête. Et aujourd'hui, tout ce qui s'apparente à une caste qui se voit comme attitrée à gouverner, une sorte d'aristocratie laïque, à qui le pouvoir est dû. Toute figure publique qui a aujourd'hui ces caractéristiques fait l'objet d'une méfiance de plus en plus grande. Et il suffit qu'un vociférateur s'érige à la manière d'un signifiant, se présentant comme une altérité à cela, pour qu'elle soit enviable, qu'elle devienne une option. Et en cela, on peut dire que Donald Trump, il y a des débats là-dessus, reste une altérité à cet establishment hautement critiquable. Et c'est la raison pour laquelle des gens de toute catégorie sociale finissent par se rabattre sur cette option clownesque. Elle est effectivement haute, même s'il s'agit d'un millionnaire, même s'il s'agit d'un spéculateur, même s'il s'agit de... Pourquoi? Parce qu'elle est pire. Elle est haute en ce qu'elle est pire, mais on a l'impression que dans le désarroi, dans l'angoisse, dans la panique, cela ne compte plus. L'important, c'est que ce soit autre et dérangeant et perturbant. Et on peut dire la chose d'à peu près toutes les extrêmes droites. Vous citiez cette phrase de Victor Hugo que j'ai moi-même retenue dans le livre. C'est un avantage que se donne l'extrême droite, mentir. Dire, par exemple, à des gens qui sont dans une salle à moitié vide que la salle est pleine et voir les gens croire et boire, ou dire les paroles du menteur qui, à sa face même, énonce des contre-vérités, c'est se donner le luxe de dire ce qu'il convient de dire. Alors que la personne qui s'astreint à la vérité, elle est contrainte par l'ordre des faits.
ensuite, la question qu'on pourrait se poser, et je vais en finir là, mais on est dans le sujet du livre quand même. Hein. C'est ça, effectivement. Je vais dire que c'est un sujet annexe, mais pas tellement, parce qu'en fait, vous en parlez d'ailleurs de Trump aussi à un certain moment dans votre livre. On est au cœur quand même du sujet. Oui, en fait, on pourrait se demander, mais pourquoi lui? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, une figure de la gauche colérique? Pourquoi lui? Et je dirais qu'un des avantages de l'extrême droite consiste à, et c'est une sorte d'atout rhétorique pour elle, consiste à promouvoir des positions, somme toute, intellectuellement et moralement paresseuses. Ce qu'on vend, finalement, dans le marché électoral, lorsqu'on est d'extrême droite, c'est l'illusion que tout va bien, ou en tous les cas que tout irait bien, si ce corps, ce corps public en santé n'était pas parasité par quelque élément extérieur. Et là, je pense à cette phrase de Trump, justement, que j'ai citée dans le livre, qui dit « Nous chasserons les communistes, nous chasserons les marxistes, nous chasserons les fascistes, nous chasserons cette classe de Washington, l'État profond. Nous chasserons les éléments qui empêchent le corps public d'être sain. » Parce qu'il suffit, au fond, qu'on procède par ablation pour que soudainement, le corps public, le corps électoral, puisse faire un avec lui-même. Le peuple va faire un avec lui-même. Et c'est la raison pour laquelle je dis que du côté de l'extrême droite, il n'y a pas de faire, il n'y a qu'un faire un. On fait un avec le monde, on se vautre dans la pulsion de mort, on s'essaie à être une seule cellule et on s'enfonce dans le formol du temps qui consiste à ne plus que se reconnaître dans l'unité de ce que nous sommes censés être ontologiquement. C'est ça le fantasme. Alors que la gauche, même la gauche social-démocrate la plus modérée, va toujours quelque part minimalement engager un petit peu de chaleur, un peu de mouvement, un peu d'ambition, et donc une forme d'altérité, une altération de soi-même. Il faudra s'engager, il faudra changer, il faudra contraindre, il faudra se battre, il faudra bouger, il faudra avoir des initiatives. Alors que là, on a des gens qui, au contraire, se disent il faudra se couper d'eux. Et plus on se coupera d'eux, plus on sera purement nous-mêmes. Et quand on est purement nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est bien? Est-ce que on peut dire que c'est aussi une victoire de la médiocratie? La médiocratie qui est quand même un concept sur lequel vous travaillez depuis longtemps, et que vous avez développé. Est-ce que pour vous, on est là dans une victoire de la médiocratie? Dans mon livre, La médiocratie, j'avais quand même montré que la médiocratie est toujours à deux doigts de basculer dans la psychose. Et là, je pense qu'on y arrive. La médiocratie garde les apparences sauves. Enfin, elle procède... disons que j'aborde un même phénomène de société sous trois angles. Hein, dire la gouvernance, la médiocratie et l'extrême centre. Et bon, la médiocratie est plutôt la modalité sociologique dans les entreprises, dans les organisations. La gouvernance, ce serait plus la théorie. Et l'extrême centre, c'est la politique. Puis au fond, au fond, l'extrême centre, c'était plutôt la position de Kamala Harris. C'est plutôt la position d'Emmanuel Macron, de Justin Trudeau chez nous. Et je n'oserais pas embarquer sur ce qui a trait à la politique belge, mais j'imagine que vous reconnaîtrez des figures. Ce sont ces figures qui se présentent abusivement comme étant centristes, comme étant pondérées, comme étant normales, comme étant justes, comme étant équilibrées, comme étant rationnelles, comme étant responsables, avec toutes ces épithètes qui sont plaquées sur un programme qui, lui, est extrême, qui consiste à exploiter, détruire, favoriser les bénéfices pour les multinationales, les dividendes pour les actionnaires, réduire l'État social à la portion congrue, restreindre l'écologie politique au verdissement, s'assurer que le travail reste précaire, c'est bon pour les entreprises, hein, que les gens s'entretuent pour un petit poste, et quoi encore, donner accès aux paradis fiscaux. Bon, c'est ça le programme. Et si vous dérogez à ce programme-là, vous devenez radical, fou, irresponsable, excessif, complotiste, et quoi encore. Et dès que vous vous alignez sur cet axe-là, ben là, vous avez droit aux épithètes amélioratives, et ça fonctionne seulement si, des grands détenteurs de capitaux possèdent la presse. Hein, et aussi quand les sociétés d'État, dans le domaine médiatique, sont alignées sur un discours idéologique. Là, à ce moment-là, ces épithètes-là peuvent circuler, elles fusent. Et le pouvoir d'extrême centre, c'est d'étiqueter comme ça les gens. Trump fait ça, lui aussi, mais sur un mode psychotique, sur un mode violent, sur un mode
pas du tout subtil et où, en fait, son principal atout, lui, c'est de mentir, de dire mais ce qu'il veut, d'une part, et de dire donc ce qu'il veut comme il convient de le dire à un certain public qu'il s'agit de séduire. Ensuite, c'est d'abonder dans des superlatifs qui sont d'une pauvreté intellectuelle navrante. Les structures de phrases sont toujours les mêmes. C'est toujours le plus quelque chose par rapport à quelque chose de catastrophique. C'est une seule structure de phrase qui est déclinée à l'infini. C'est insupportable. On en a encore pour 4 ans. Bon, et enfin, c'est l'étiquetage violent et les charges ad hominem. Qui devrait suffire à condamner quelqu'un normalement. Et si on nous avait dit il y a 10 ans, en faisant ça, quelqu'un va avoir 2 mandats présidentiels aux États-Unis et va exister pendant 12 ans, on ne l'aurait pas cru. Alors, Alain Deneau, donc, dans votre ouvrage « Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï », je voudrais revenir sur cette dernière phrase, à l'ère de l'inouï. Oui. En quoi la période que nous vivons aujourd'hui est vraiment inédite, inouïe, et surtout, quel impact ça a sur notre manière de penser ou justement de ne pas arriver à penser ce qui va arriver? Arrêtons-nous sur ce qu'on nous dit, ce qu'on entend. Lorsqu'on est à l'affût des discours relatifs au climat et à la perte de biodiversité de la part de scientifiques attitrés. Depuis des milliers d'années, jamais l'organisation écologique du monde n'a été autant perturbée. Jamais cette perturbation n'a été aussi rapide depuis des millions d'années. Depuis des millions d'années, jamais la situation climatique n'a-t-elle évolué de cette façon-là. Comment voulez-vous penser? Je précise juste parce que c'est un chiffre que vous donnez. 80% des espèces terrestres sont menacées par l'activité industrielle, par exemple. Ça, c'est pour l'hécatombe de la biodiversité. Oui, on parle d'1 million d'espèces. Voilà, donc on est vraiment dans des chiffres qui sont inédits et qui n'émeuvent pas beaucoup. Et qui sont produits par l'IPBES, qui est une entité soutenue par les gouvernements. C'est inouï. C'est inouï, c'est-à-dire que ça n'a jamais été entendu. C'est inédit. Et c'est peut-être, par conséquent, indicible. Et ici, je voudrais m'inscrire en faux contre un adage populaire voulant que comparaison ne soit pas raison. Au contraire, penser, c'est comparer tout le temps. Dès qu'on raisonne, on compare. Tout nous fait penser à quelque chose. Mais comment vous pensez quand ce qu'il y a à penser ne vous fait penser à rien, parce que c'est inouï. On peut penser l'invasion de l'Ukraine par la Russie en lien avec des antécédents historiques. Peu importe le parti pris qu'on prend, mais qui est le sien. On pense par rapport à des antécédents, à l'histoire, à des phénomènes semblables. Même chose pour les épidémies et quoi encore. Mais je veux dire, Trump nous fait penser à Mussolini, peut-être Trump nous fait penser à quelqu'un. Donc bon, voilà, et la situation nous fait penser à une autre époque, ainsi de suite, à ce qui s'est passé il y a 100 ans en Europe, ainsi de suite. Bon, ouais, on peut penser, quoi. Oui, et que Paul Venn dit on compare avec, on distingue. Bon. Mais comment vous faites pour penser quelque chose qui n'a pas de pendant? Et j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui explique non pas ce qu'on appelle précipitamment l'éco-anxiété, mais cela provoque de l'angoisse. L'angoisse, qu'est-ce que c'est? Contrairement à l'anxiété. Je pourrais y revenir, mais l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est éprouver des affects, des émotions vives et perturbatrices qui n'ont pas d'objet correspondant, qui ne se rapportent à aucun objet. C'est ça l'angoisse. Qu'est-ce que... j'angoisse. J'ai des bouffées comme ça d'émotions ou d'affects, des espèces de pulsions qui ne se rabattent sur rien, qui ne m'invite à rien investir dans le monde extérieur ou même dans le monde symbolique. C'est de la pure émotion. Et quel est le réflexe à ces occasions-là, lorsqu'on éprouve l'angoisse? C'est de chercher des objets substitutifs. Des boucs émissaires. Par exemple. Donc, se dire, ce taré-là, il parle fort, il semble savoir où il va, et il me donne des objets de haine, et peut-être aussi des objets de désir, très clinquants. Bon, je vais en quelque sorte sous-traiter ma recherche d'objets en jetant mon dévolu sur lui. Bon, mais ça peut être aussi
des objets hystériques de conversion, comme le développement durable, la géo-ingénierie, la technique, la sacro-sainte technique qui va nous sauver. L'idée aussi qu'en recyclant ces déchets, en évitant d'utiliser des pailles de plastique, voilà, que déjà on fait un grand pas. Donc, on est dans vraiment une sorte de réduction synecdotique du problème en faisant passer la partie pour le tout. Bon, et ça peut être aussi, d'un point de vue plus anal, j'embraye dans un vocabulaire volontairement psychanalytique, mais ça peut être l'idée de tout contenir, de retenir, de s'en remettre qu'à soi, hein, le survivalisme pour les plus pauvres, le fantasme pour les plus riches d'une île lointaine où des serviteurs nous attendent en cas d'hécatombe. Mais dans tous les cas, l'angoisse peut être l'occasion, si on n'est pas vaillant, de se rabattre sur des objets substitutifs. Alors que moi, j'en appelle à deux choses. D'abord, à assumer l'angoisse ou l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose de voisin, c'est un malaise psychique qu'on éprouve eu égard à un objet qu'on surinvestit. Donc, c'est une toute autre situation. Si vous vivez en région côtière et puis vous avez une maison au bord de l'eau puis vous perdez du terrain à chaque tempête, bien là, vous pouvez être anxieux par rapport à la question de l'érosion des côtes. Bon, mais il y a un objet là, mais vous pouvez en perdre le sommeil. Bon, ben, c'est un autre problème. Ça, c'est de l'anxiété. Il y a de l'éco-anxiété, mais il y a surtout de l'éco-angoisse quand on se pose la question de manière générale. Et donc, moi, l'invitation que je fais, d'une part, c'est de considérer que faire preuve d'éco-anxiété ou d'éco-angoisse est un signe de santé mentale. C'est une chose qu'il faut assumer. À travers quoi il faut passer. Mais la deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut passer. Il ne faut pas s'y stationner. C'est ça, il ne faut pas s'y arrêter. Il ne faut pas que ça devienne un trait identitaire. Du type, je vais m'acheter un T-shirt où il est écrit « Je suis angoissé », puis ça va devenir finalement le signe de ma subjectivité, puis je vais me vautrer là-dedans. Faut en sortir. Et comment on sort? On sort pas vraiment, c'est une façon de parler. C'est qu'on travaille rigoureusement, lucidement, mais avec joie, à définir un objet qui nous permette d'investir cette énergie à l'air libre, hein, vers quelque chose de structurant, de stimulant, de roboratif. Et pour ma part, ce que je décris, c'est un processus à travers lequel je suis passé, comme tellement de gens. Cet objet-là, que j'ai découvert, que je n'ai pas eu à créer de toutes pièces, c'est la biorégion. Mais alors justement, venons-en à la biorégion. Mais c'est quoi? Comment est-ce que vous pourriez la définir, cette biorégion? Ben, je la pense déjà dans un temps de l'histoire. C'est pas une option à la carte du restaurant électoral. C'est pas l'idée que, voilà, j'ai trouvé un gugus, un machin, un truc, et là, je le promeux au milieu d'une offre qui pourrait aller de la vocifération d'extrême droite à laquelle on est témoin ces jours-ci aux États-Unis, en passant par un certain communisme, entre quoi il y aurait, je ne sais trop, l'écologie politique parlementaire, le socialisme, la social-démocratie, la droite traditionnelle. Non. En fait, la biorégion se prépare d'ores et déjà maintenant, se pense d'ores et déjà maintenant, mais je la vois advenir le jour où, impérativement, les communautés, dans leurs régions respectives, se découvriront laissées à elles-mêmes. Se découvriront laissées à elles-mêmes parce que la perte de biodiversité, les très fâcheuses conséquences du bouleversement climatique et du réchauffement climatique, la perte d'énergie abordable et abondante, la perte de minerais abordables et abondants, qui est au centre de la fameuse transition énergétique et un miroir aux alouettes, feront en sorte que, crise après crise après crise après crise, les populations vont découvrir qu'elles sont en situation de déréliction. J'ose, dans une émission laïque, prononcer un terme qui appartient au vocabulaire théologique, mais qu'on peut laïciser, à savoir se sentir abandonné par les pouvoirs. Providentiels, hein, qui sont souvent empreints de religiosité. Bon. Oui, mais ça veut dire qu'on doit vraiment attendre d'être presque au fond du trou. En tout cas, alors juste pour reprendre une citation que vous donnez dans le livre, la solution ne se présentera pas comme une offre dans la carte du restaurant électoral, mais elle s'imposera comme un souhait politique vital le jour où il deviendra impérieux de penser autrement la politique. C'est-à-dire que, comme je le disais, il faut vraiment qu'on soit
au fond du trou, qu'il n'y ait plus d'autres solutions, qu'on soit tellement dans la... J'aimerais vous répondre non. Dans la merde, j'ai presque envie de dire, pour que vraiment ça bouge. J'aimerais vous répondre non. Bien sûr, les gens vont se concerter, puis ils vont comprendre par eux-mêmes. Mais ça fait 50 ans, ça fait depuis le Club de Rome, ça fait depuis quand qu'on attend cet éveil. Et on voit bien que le matraquage publicitaire, le marketing, la démagogie empêche ce moment-là. Et c'est un minimum de lucidité qui nous amène au moins à postuler que l'idée n'est pas nous, pauvres militants isolés avec nos tire-poids pendant que le marketing à une échelle industrielle met dans le ciboulot des gens que c'est en consommant qu'on se distingue, qu'on va faire le poids. Et il n'y a pas à aller très loin pour trouver les exemples. Aujourd'hui, ils crèvent les yeux. Ils se trouvent à Valence, sur la côte espagnole. Alors, vous avez des gens qui ont été laissés à eux-mêmes alors qu'ils étaient en train de mourir. Bon, ils étaient dans une situation d'urgence absolue. Et c'est quelques jours plus tard que les représentants de l'État sont arrivés pour prendre des photos et ils se sont fait lancer de la boue. Et qu'est-ce qu'on a dit au premier ministre Pedro Sanchez? Vous nous avez abandonnés. Eh bien, qu'est-ce que fait Pedro Sanchez cette journée-là? Il a créé une biorégion. C'est-à-dire que les gens comprennent désormais que même quand ils meurent, ils sont laissés à eux-mêmes. C'est pas assez de mourir. C'est pas assez d'être sous l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à ce moment-là? C'est qu'en tous les cas, on aurait intérêt à penser partiellement en termes d'autonomie. Et puis parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus juste l'État en situation de crise, mais ça sera des bris d'approvisionnement. Ça sera des bris d'approvisionnement en ce qui concerne les denrées alimentaires, puis les biens de première nécessité. Là, on va commencer à comprendre qu'il serait temps de s'affranchir de la structure mondialisée de l'extraction, de la production, de la distribution, de la consommation, de la capitalisation, pour penser en parallèle, en tous les cas, une strate politique qui nous amène à se concerter là où on est avec ceux qui s'y trouvent. Mmh. Et à ce moment-là, le territoire qu'on occupe, on ne va pas simplement l'exploiter pour satisfaire un marché mondial assez anonyme et assez abstrait, mais on va le chérir parce qu'on va comprendre qu'on en dépend. Et comme le dit Kirkpatrick Sale, un penseur de la biorégion, c'est quand on pense à l'échelle régionale qu'on devient éthique. La pensée régionale est une condition de possibilité de l'éthique. Vous n'êtes pas éthique si vous pensez en fonction des beaux principes abstraits de la responsabilité sociale des entreprises ou je ne sais quel code déontologique qui flotte comme ça hors sol et qui appartient plutôt au registre du marketing qu'à celui de la règle. Bon. Et qui ne renvoie à rien de précis. Bon, c'est quand vous connaissez votre territoire, vos voisins, quand vous vous sentez en situation étroite d'interdépendance avec ceux qui vous entourent, que vous développez une éthique, parce qu'elle devient sensée, elle s'incarne, elle est concrète, elle est même vitale. Oui, vous parlez de ceux qui vous entourent, et donc ça ne veut pas nécessairement dire ceux qui étaient là historiquement, non. Et donc une espèce de retour en arrière au patrimoine, aux gens qui ont des racines, etc., mais aux gens qui coexistent aujourd'hui dans la même région. Mais d'autant plus que la perspective du 21e siècle annonce des millions de réfugiés climatiques. Ces réfugiés climatiques-là seront à nos portes, et ça sera une bonne nouvelle. Il faudra voir, enfin, en ce qui concerne la capacité d'un territoire. C'est sûr, ça ne sera pas facile. Bon. Mais quand vous avez été dépendant depuis le 18e siècle, vous et vos ancêtres, de la machine à vapeur, du charbon, du pétrole, du gaz, de l'uranium, des machines qui représentent en réalité, abreuvées par ces sources d'énergie, des centaines et des centaines d'esclaves virtuels réservés à chaque individu. Lorsque vous perdez comme ça, cette force d'appoint, vous êtes ravi de compter en votre sein des gens qui, en parallèle du capitalisme, parce que 80% des gens n'en bénéficient pas dans le monde et n'en ont jamais bénéficié, qui ont continué, eux, de travailler la terre et de composer avec un territoire sans passer par toutes ces prothèses techniques et technoscientifiques. Et ces savoir-faire-là seront utiles. En même temps, j'insiste pour dire que la biorégion n'est pas un projet pacifiste. Il ne s'agit pas de retourner à l'époque des Amish, pour citer un chef d'État en Europe qui n'y comprend rien. Il s'agit
d'avancer dans l'histoire avec des savoirs, des connaissances, comme la permaculture, comme une architecture à base de paille compressée, d'avancer intelligemment, en lien avec le territoire, avec ce qu'il peut donner, avec le soin qu'il requiert, et de comprendre et d'apprendre à composer avec lui. Et ça permettra aussi d'éviter la question qu'on pose toujours aujourd'hui, enfin vous en parlez beaucoup dans le livre, c'est cette question de que faire, que faire. Alors cette question, ça donne un peu le vertige, c'est devenu un peu une question rhétorique. On se dit, mais en fait, finalement quand on pose que faire, on nous attend un peu qu'on confirme qu'on ne sait rien faire et que nous, à notre échelle, de toute façon, on ne peut rien faire. Alors que là, vous montrez qu'on peut faire des choses, qu'on peut tester, agir à notre échelle. On peut faire, mais faire, c'est mal faire aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans une sorte d'application obéissante des règles qui prévalent aujourd'hui dans un ordre qui saccage tout, qui est responsable d'une destruction phénoménale, et dire qu'elle est historique, c'est encore faible. Ce qui est intéressant avec la question du faire, c'est que lorsqu'on se demandait que faire il y a 150 ans, on était tout de suite dans l'action. On faisait des révolutions. Lénine se posait déjà la question de que faire en 1902. Tchernychevski et d'autres. Et puis la question a été reprise sous une forme autoritaire et pas toujours avec des débouchés joyeux, on s'entend. Mais néanmoins, elle suscitait l'action, elle suscitait la réflexion, elle suscitait le mouvement. Et cette même question, que faire, que faire, que faire, aujourd'hui est posée d'une façon lamentable. On est passé de Lénine à Calimero, c'est-à-dire qu'on est accablé, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Je peux rien faire, évidemment. Bon, et l'idée consiste à inverser la proposition de façon à changer la nature du que. Que faire suppose un pronom interrogatif, le que étant au fond en attente d'une définition, d'une action, d'une prescription, d'une recommandation ou d'une directive, alors que là, le faire que fait en sorte que le que devient une conjonction de subordination, appelant un subjonctif qui est le mode de l'espoir, de la projection, de l'espérance, des aspirations au fait que. Bon. Et faire que, qu'est-ce que c'est? C'est aussi engager des subjectivités plurielles et pas simplement camper une position comme en étant le sujet de la question, mais solliciter des subjectivités plurielles qui sont aussi celles du règne animal et végétal. C'est-à-dire comment faire qu'une économie de la nature soit encore possible, comment faire en sorte qu'un agencement, une conjoncture souhaitable soit possible. C'est évidemment avec le vivant. Et le projet biorégional qui s'inscrit dans cette voie-là consiste à penser la géopolitique au sens où le préfixe « géo » est aussi important que le radical politique, au sens où la politique ne s'imprime pas sur le territoire, elle ne s'impose pas de manière arbitraire sur le territoire, mais elle compose avec lui, elle en fait partie, elle pense le vivant sous la forme de la politique, avec lui, en acceptant d'être dépassé par lui, et c'est à cela qu'il faudra en appeler lorsqu'impérativement on sera laissé à nous-mêmes et qu'on n'aura pour tout actif que la terre qu'on habite. Il faudra réapprendre à l'habiter et à la soigner. Alors, Alain Deneau, ça pourrait être une belle conclusion, mais j'ai juste une dernière question en quelques secondes. La COP29, elle s'ouvre ce lundi en Azerbaïdjan. Est-ce que vous en attendez encore quelque chose? Rien. Au moins, c'est clair. Et ben voilà, ce sera une conclusion assez claire et nette pour cette émission. Merci beaucoup Alain Deneau. Alors je conseille vivement la lecture de votre livre « Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï », publié aux éditions Luxe. Vraiment un ouvrage qui, je le disais, qui nous confronte un peu, mais qui ouvre des pistes et cette idée de biorégion vraiment qui est bien expliquée. Merci beaucoup Alain Deneau. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci.